Donc, écoutez, vous le savez, on fait cette initiative avec deux appels conjoints, deux initiatives conjointes. On a eu dans une première partie depuis 17h donc une initiative des Jours Heureux avec une audition de candidats à la présidentielle et vous venez l'entendre. Et donc, on arrive au deuxième temps qui est celui de l'appel décembre. Je vais vous en dire quelques mots en préalable, qu'on comprenne bien la continuité et l'unité de la soirée. C'est que je crois que l'initiative des Jours Heureux comme l'initiative de l'appel décembre, c'est des initiatives qui veulent faire des convergences entre bien ce qui s'exprime dans la rue, tout ce qui est citoyen, ce qui est social, ce qui est politique, et évidemment pour se projeter dans un idéal d'émancipation. Vous le voyez à l'appel décembre, on parle d'irruption citoyenne, on parle également de gauche et d'alternative. Et donc, en deux mots, vous dire ce qui nous a amené à l'initiative de ce soir. L'appel décembre est né d'un appel, je veux bien le nommer, le 1er mai dernier. Il faisait corps à une série d'initiatives où on avait trouvé des acteurs politiques, des acteurs sociaux, des gens du monde de la création. Avec cette idée depuis le départ maîtresse, c'est qu'on se retrouvait au lendemain d'une primaire qui s'est tenue finalement, mais qui n'avait pas au départ le périmètre escompté, avec des militants du Front de gauche, des militants du mouvement syndical. À l'époque, on était confronté à l'état d'urgence, on était confronté également à la loi travail, et on s'était dit que plutôt que parler de l'unité, eh bien, il était important de la construire. Donc cet appel, il naît de la volonté de convergence. Et de convergence pas simplement factice ou tactique, mais de convergence qui naissent véritablement du débat qui est le nôtre. Alors sa volonté, évidemment, c'est discuter par-delà les horizons qui sont les nôtres, organisationnels ou citoyens, se retrouver, faire commun, mais en même temps faire commun pas simplement pour le temps électoral, mais également parce qu'on en est tous conscients ce soir, et ça va faire partie également du débat, eh bien, par-delà les présidentielles et les législatives, on sait quand même qu'on est dans un contexte dur, avec des régressions, avec des fractures dans la société, une démocratie en berne, de la colère sociale, et que par rapport à ça, notre idéal commun, c'est de reconstruire un horizon, justement. Un horizon, moi je l'appellerais de gauche et écologiste, d'autres vraisemblablement le diront avec d'autres termes, mais ça faisait partie pleinement de notre démarche. Donc ce soir, on en arrive à un moment où depuis plusieurs mois, on construit. On est arrivé au fil des discussions à débattre d'un document commun pour comparer justement pour 2017 ce qui était l'état des programmes des candidats de gauche. Vous l'avez, on va vous en reparler durant cette soirée. Et puis on a voulu, pour bien mener le débat, avoir deux séquences. Donc tout à l'heure, on a beaucoup parlé politique, on a beaucoup parlé temps présidentiel. Au cœur de l'appel décembre, il y a également l'idée de construire un pacte de rassemblement à vocation majoritaire, c'est-à-dire repartir des contenus. Et pour repartir des contenus, on part évidemment des programmes politiques, mais on part également des acteurs sociaux. Donc voilà, ça m'amène à ce premier moment que vont vous décrire mes camarades ici, où on va donner la parole à un certain nombre d'entre eux. On a travaillé des propositions de convergence en termes sociaux, écologiques, d'urgence sur les libertés. On a proposé à plusieurs acteurs de lutte, ça passe par des syndicalistes, ça passe par des militants écologistes et par des militantes féministes. On leur a proposé de prendre la parole, évidemment pour parler de leur combat, mais en même temps, et je crois que c'est ça, l'idée, c'est pas ceux qui agissent et puis ceux qui offrent dans le débat des perspectives, mais ceux qui agissent construisent de la perspective, ceux qui font de la politique participent complètement du rapport de force sociale, et donc on va leur demander chacun de témoigner pour voir ce qu'on peut mettre en commun. Et dans un deuxième temps, après 8h30, je pense qu'on a pris un peu de retard, il y a une série à la fois de représentants des candidats à la présidentielle et puis de représentants des partis politiques qui diront comment ils ont entendu cela et comment on peut y répondre en essayant là aussi d'acter les convergences. Voilà, moi je m'en arrête là. Vous dire que vous aurez la parole, bien entendu, puisqu'on va demander à chacun d'essayer de rester sur un temps de 5 minutes et sortir à la fin de la soirée, il me semble, avec un peu plus d'espoir qu'on en a en y entrant, même si on en est tous conscients,
ce jour d'aujourd'hui il est un peu important parce que depuis quelques jours, on voit s'ouvrir une fenêtre qu'on n'escomptait pas obligatoirement et on pense que maintenant, il s'agit de la remplir et pas se rater. Merci. Merci Marie-Pierre. Donc, on va commencer par les questions sociales. Donc, très classique, mais c'est important d'en parler. Et parmi les questions sociales, on va commencer par les questions de salaire. Et en particulier, nous avons demandé à Nicolas Allen, qui est un responsable syndical qui nous vient des États-Unis, mais qui parle très très bien français, de nous parler un petit peu des luttes qui se déroulent aux États-Unis, mais il a aussi un regard sur ce qui se passe en France, sur la question du SMIC aux États-Unis et sur la question du SMIC et des salaires en France. Tous les candidats, je sais qu'il a eu le temps de lire les programmes des candidats, tous les candidats de gauche et de l'écologie parlent des salaires et du SMIC. Donc avec des variations, hausse des salaires, hausse du SMIC, plus ou moins convergentes en tout cas. Et je pense que tu pourras commenter ça, mais peut-être aussi que tu pourras faire quelques commentaires sur un aspect de ce débat-là, parce que cette question des salaires, depuis quelques mois, a été recouverte par un autre mot qui est le mot revenu. Et peut-être aussi que ça vaut le coup d'en dire quelques mots, le revenu universel. Et c'est pas la même chose, je suppose. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Même si la plupart des candidats de gauche disent qu'ils sont partisans d'augmenter, d'aboutir au fait que le RSA s'applique également aux jeunes entre 18 et 25 ans avec des allocations, etc. La question du revenu universel, c'est effectivement quelque chose d'un peu différent. Donc je te laisse la parole comme tu le souhaites, mais un petit peu sur ces questions. Ok, merci. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, d'abord, bonsoir camarades. Je crois que ici, en France, j'ai le droit de dire camarades. Ça va, ça passe ici, c'est bon. Chez moi, c'est parfois un peu tendu quand je m'exprime comme ça. Donc voilà, je suis Nicolas Allen, un syndicaliste américain. J'ai le bonheur de parler français parce que j'ai eu le grand privilège de grandir ici, mais depuis 25 ans, je fais du syndicalisme aux États-Unis. Je représente le Fight for 15, la lutte des salariés mal payés aux États-Unis pour un salaire de $15 de l'heure et un syndicat. C'est une lutte qui a démarré en 2012 à New York avec un petit groupe de salariés de McDo, des fast-food, Burger King, etc., qui sont allés en grève, sans aucun syndicat, sans aucune protection, une action militante qui, chez nous, franchement, est très rare, et ça a déclenché un intérêt médiatique et un soutien, franchement, auquel personne ne s'attendait. Et ça a enclenché un énorme mouvement à travers le pays de grève, de salariés mal payés, surtout dans les fast-food, dans la restauration rapide, qui a complètement capturé l'imagination de la classe politique et des journalistes dans le pays. Juste pour 2 minutes de contexte, le salaire minimum aux États-Unis fédéral est de $7,25 de l'heure. C'est un salaire de pauvreté, on ne peut pas vivre de ça aux États-Unis, en plus que la majorité des boulots sont des boulots à mi-temps. Donc les salariés dans les fast-food comme McDonald's vivent dans la misère absolue. Ils vivent dans leurs bagnoles, ils vivent dans des homeless shelters, des gîtes pour des gens sans domicile, et c'est des gens qui travaillent à plein temps, comme ça. Bon, donc c'est une situation inacceptable, et la revendication qui a été faite au départ pour un salaire de $15 de l'heure, c'est-à-dire un doublement du salaire minimum, était initialement vue comme étant risible. Les journalistes ont ricané, les politiciens ont roulé des yeux, c'était vu comme étant un truc complètement utopique. Et ben, 1 an plus tard, dans 100 villes américaines, des dizaines de milliers de salariés sont mis en grève. 1 an après, les politiques se sont emparés du cas. 1 an après ça, les États de la Californie et de New York ont passé des lois pour augmenter le salaire minimum de $8 de l'heure à $15 de l'heure, c'est-à-dire quasiment un doublement du SMIC. C'est-à-dire une injection financière dans les classes ouvrières telle qu'on ne l'a pas vue depuis Franklin Roosevelt, et peut-être encore plus, parce qu'on estime que maintenant 11 millions de salariés américains vont aller de 8 à 15 dans quelques années. C'est quand même des gens qui vivent dans la pauvreté aujourd'hui vont pouvoir vivre décemment demain grâce à cette lutte. Évidemment, la lutte syndicale continue. McDo, les grands multinationales du secteur ne négocient pas avec nous.
Ils tiennent la ligne sur l'antisyndicalisme, ils refusent de négocier. Mais les salaires augmentent parce que les États et les villes commencent à passer des lois pour augmenter les salaires. Voilà. Alors, bon, pour un Américain de commenter sur la situation française, c'est un peu bizarre. Vous êtes en général bien en avance de nous sur les questions sociales et les questions de salaire. Mais quand même, ce qu'on voit en France, c'est vachement inquiétant aussi. Et on voit bien que les salariés McDo en France sont en lutte aujourd'hui. Ils sont en grève un peu partout dans la France, constamment. On commence à voir des revendications pour un salaire de 13 € de l'heure pour des salariés de McDo en France. Et nous, on est avec eux, on est solidaires, on a un mouvement maintenant mondial pour faire face à ces multinationales qu'on construit tous les jours et ça avance. Je tiens juste rapidement ce soir à reconnaître certains alliés qui étaient là ou qui sont là. Gérard Filoche qui indéfatigablement parle de cette campagne parce qu'il voit que c'est important mondialement et peut-être en France aussi. Je tiens à reconnaître Jean-Marc Canon de la CGT, de la fonction publique. Ouais. Et ça, c'était le syndicat qui était le fer de lance en France pour attaquer McDo sur l'évasion fiscale, l'autre volet de leur nuisibilité à la société. Donc il faut le reconnaître. Guillaume Ballas, que je crois il est au Parlement européen, qui fait un travail énorme sur ce dossier aussi. Je voulais juste les remercier ce soir parce qu'ils sont tous ensemble dans ce combat. Voilà, donc pour juste résumer, je ne vais pas vraiment commenter sur les positions des différents candidats français sur le revenu, c'est pas mon rôle. Quand les syndicats américains commencent à se mêler de la politique française, c'est pas une bonne chose. Généralement, il y a une historicité à ça qui est compliquée. J'ai pas envie d'aller là, mais ce que je vais dire, c'est par contre syndicalement, on est vachement unis à l'international. Et là, on travaille beaucoup ensemble. Je veux dire, juste pour conclure, que maintenant on a Trump. Et le combat contre Trump, la résistance contre Trump va passer par l'action syndicale. Et on ne doit pas être en retraite, on doit être à l'offensive. Et le combat pour les 15 $ de l'heure et le droit syndical aux États-Unis va être le front de la résistance à Trump pour nous. On ne va pas abandonner ce combat, on va doubler ce combat parce que c'est par là que la résistance doit passer. Je voulais juste dire ça parce qu'en France, c'est pas, vous êtes dans une situation aussi inquiétante politiquement, je crois. Et il faut réfléchir, je crois, à ce genre de truc. Donc, voilà, je vais juste conclure en disant que si nous, on a pu le faire aux États-Unis, doubler le SMIC, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Voilà. Merci, camarades. Merci à toi, Nicolas. On va maintenant passer la parole à Nathalie Andrieux-Hennequin qui va nous parler du travail social. Dans cette campagne, en début de campagne, au moins, le travail social, personne n'en parlait. C'est bisounours de parler du travail social. Il fallait parler de positions sérieuses et autoritaires sur le terrorisme et le reste, mais on se rend de plus en plus compte que la question de la prévention, que ce soit sur la question du terrorisme, que ce soit sur la question de la délinquance, que ce soit sur la prévention sur les questions de santé, est une question essentielle. Donc nous, ça nous intéresse de parler du travail social. Merci. Dans le cadre unitaire des États généraux alternatifs du travail social, initié par la CGT, la FSU, Solidaire, l'UNEF, la FAFP, le collectif Avenir Éduc, et rejoint par la commission Action Travail Social de Nuit Debout et par les collectifs en région, nous interpellons les candidates et candidats aux échéances présidentielles et législatives. Nous entendons attirer l'attention sur les situations de tension qui traversent le travail social. Nous déplorons le traitement réservé au secteur social et médico-social et la dévalorisation de ce secteur à prédominance féminine. De nombreux départements ont ces derniers mois diminué ou supprimé les subventions aux associations et services relevant de la protection de l'enfance, de l'insertion, de l'accueil ou de l'hébergement. Les équipes sont amputées, liquidées ou sous pression de l'être. Les professionnels refusent d'être considérés comme une simple variable d'ajustement budgétaire. Les professionnels ont besoin de perspectives garantissant le minimum de sérénité nécessaire à l'exercice de leur mission. Nous constatons la généralisation du recours aux appels à projets annuels en lieu et place des conventions pluriannuelles pour financer les associations et services relevant du secteur social. Dans les départements ayant recours aux appels à projets, les logiques de concurrence se sont installées et l'arrivée de concurrents à but lucratif cassant le prix du marché se solde par des fermetures de structures. Financés par des appels à projets, ces services ont été pressurés. Pour survivre et répondre aux injections quantitatives, les professionnels sont poussés à transformer leurs pratiques en effectuant de l'abattage, voire de la sélection sociale. Nous dénonçons l'expérimentation des contrats à impact social, étape importante vers la marchandisation de notre secteur, et ce, quels qu'en soient les prétextes ou motivations,
parce que c'est à terme déstructurer notre société, détruire ses fondements démocratiques. Nous condamnons la stigmatisation des publics que nous accompagnons, notamment dans le cadre du déploiement du RSA. Alors que certains départements font le choix de renforcer les contrôles et de radier le plus grand nombre d'allocataires, d'autres ont été retoqués par la justice dans leur logique d'imposer le bénévolat obligatoire comme condition de versement du RSA. Nous refusons de prendre part à la chasse aux privés d'emploi, à la stigmatisation des adolescents en recherche de repères, à l'abandon des missions de protection des populations venant trouver refuge en France, de nous transformer en agents de contrôle. Nous dénonçons la remise en cause du secret professionnel. Nous dénonçons les inégalités territoriales et le non-respect de l'article du Code de l'action sociale et des familles qui rappelle que l'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains, avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. Dans un nombre croissant de départements, des enfants sont maintenus dans leur milieu familial alors que leur exposition au danger est préoccupante. Des mères isolées enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans sont laissées à la rue et sans soutien institutionnel. Des mesures de protection, y compris judiciaires, ne sont pas mises en œuvre suite à des choix budgétaires. Les accueils des mineurs étrangers isolés ou mineurs non accompagnés ne sont plus effectifs ou sont l'objet d'expérimentations gravissimes que nous dénonçons. Nous nous battons contre les projets de réarchitecture des diplômes, visant à détruire nos métiers, nos formations et notre éthique. Ce processus conduit notre secteur vers l'uniformisation et la standardisation de nos pratiques professionnelles. Il se profile des formations réformées et appauvries, laissant moins de place aux sciences humaines et aux spécificités historiques des professions. Des formations qui inculqueront à toutes et tous les mêmes savoirs, les mêmes méthodes, les mêmes façons de traiter les problèmes du quotidien, autant toute idée d'autonomie et de réflexion nécessaire à l'élaboration de projets individuels et collectifs adaptés. Nous n'avons pas besoin de noircir le tableau pour affirmer que notre secteur va mal. Lorsque nous échangeons entre collègues de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale, des services sociaux départementaux ou municipaux, de l'hébergement, de la prévention spécialisée, de la psychiatrie, du handicap ou de l'insertion, le constat est sans appel. Nous subissons toutes et toutes la même offensive visant à démanteler le travail social dans son ensemble. Nous combattrons avec détermination la casse de notre secteur et de nos métiers. Nous nous mobilisons de manière unitaire pour l'intérêt des publics accompagnés, pour l'intérêt des professionnels du social, pour l'intérêt général. Nous invitons les candidates et candidats aux échéances présidentielles et législatives à prendre la mesure de la situation, en décidant de mener des politiques sociales à la hauteur des besoins de la population, en garantissant des financements durables des services et des établissements. C'est un nouveau travail social échappant à la logique marchande et la valorisation des métiers du secteur social qu'il faut imposer. C'est une question d'égalité de droit et un des ciments fondamentaux du lien et de la cohésion sociale. Au nom des travailleuses et travailleurs du social et des populations qu'ils accompagnent, nous serons aux côtés de celles et ceux qui défendent le travail social au service des citoyens et qui, comme nous, placent les missions de service public et la reconnaissance des métiers au cœur de leur action. Je vous remercie de votre écoute. Alors, toujours sur ces questions sociales, notre invité suivant n'est pas encore arrivé. C'était Saya Baroun, qui est chauffeur Uber. Dans tous les programmes des candidats et candidates, y compris dans l'appel décent, on a beaucoup travaillé sur le problème du droit du travail, mais on constate que sur cette question nouvelle, évidemment, des personnes qui travaillent avec des plateformes numériques, il n'y a pas de proposition claire qui émerge. Mais lui, peut-être, il va arriver tardivement, mais il pourra nous éclairer là-dessus. Donc on va passer au sujet suivant, qui est la question du chômage. Et là, il y a évidemment beaucoup de choses qui apparaissent dans les différents programmes des candidats. Il y a la question de l'idée générale, comment éradiquer le chômage, comment créer des emplois, par la réduction du temps de travail notamment, mais également comment empêcher les personnes qui travaillent d'entrer dans le chômage, la question d'une sécurité sociale professionnelle, de mesures législatives qui empêchent les licenciements, qui empêchent la précarité. Donc on donne la parole à Sophie Binet, qui est syndicaliste et qui va traiter ces sujets.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai seulement prévu de parler de temps de travail, mais après on peut élargir. Pourquoi est-ce que réduire le temps de travail c'est une priorité aujourd'hui ? D'abord parce que c'est la seule mesure qui permette de créer de l'emploi. Vous le savez, depuis 30 ans, les politiques en matière d'emploi sont assez répétitives, puisque c'est toujours on baisse ce qu'on appelle le coût du travail et ce que nous appelons le prix du travail, à coût de baisse de ce qu'ils appellent des charges, ce que nous appelons cotisations sociales. Donc c'est des milliards d'euros depuis 20 ans qui ont été baissé sans aucune création d'emploi. Et puis le deuxième axe, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière, où on explique que le droit du travail, les droits des salariés sont un obstacle à la création d'emplois et que permettre aux entreprises de licencier plus facilement, ça serait créer de l'emploi. On sait bien que nous ne sommes pas dupes et il suffit de le dire pour montrer l'absurdité de la mesure, mais c'est ces deux mesures qui dominent, qui n'ont jamais permis de créer de l'emploi. Et par contre, la seule politique publique ces 30 dernières années qui ait permis de créer de l'emploi, c'est la réduction du temps de travail et les 35 heures, puisque tous les rapports officiels démontrent bien que malgré les limites et les insuffisances de la réforme des 35 heures, elle a permis de créer 400 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects liés au loisir, au tourisme, etc., pour un coût très modique si on compare avec le pacte de responsabilité, puisque le coût net de la réforme des 35 heures, c'était 4 milliards d'euros, étant donné que le choix qui a été fait à l'époque, c'est d'accompagner la baisse du temps de travail par des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, ce qui est discutable et ce qu'on peut discuter par ailleurs. Donc première chose, la réduction du temps de travail, c'est la seule mesure qui permette de créer de l'emploi, et ça c'est l'expérience qui le démontre. Deuxième raison pour laquelle il faut réduire le temps de travail, c'est parce que de toutes les manières, contrairement à la façon dont le débat public se pose, le temps de travail baisse, et il baissera, et il va continuer à baisser, et il baisse partout. Partout en Europe, le temps de travail baisse. Après, la question, c'est qui paye ? Est-ce que c'est un temps de travail qui baisse et qui est payé par les salariés à coût de chômage qui augmente, de temps partiel qui explose et de précarité qui se généralise ? Ou est-ce que c'est un temps de travail qui baisse et qui est payé par le patronat à partir des gains de productivité qui sont générés par les progrès technologiques ? Et je pense notamment à la révolution numérique. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une politique publique de réduction du temps de travail ? Parce que si on ne le fait pas, c'est les salariés qui payent, première chose. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui dans le monde du travail, c'est des inégalités énormes et qui s'accroissent en matière de temps de travail, avec d'un côté des salariés qui travaillent trop, et il y a 50% des cadres qui travaillent plus de 50 heures par semaine, des cas de burn-out, on connaît le débat, le phénomène, et de l'autre côté des salariés qui ne travaillent pas assez, et notamment les femmes qui sont enfermées dans le sous-emploi et la précarité. Donc c'est nécessaire, et c'est d'autant plus nécessaire que nous sommes en train de vivre une révolution technologique majeure qui s'appelle la révolution numérique, qui, comme les révolutions industrielles précédentes, elle s'accompagne de gains de productivité, et comme les révolutions industrielles précédentes, si on regarde l'histoire, c'est important de s'en souvenir, aucune des révolutions industrielles précédentes ne s'est traduite mécaniquement par du progrès social. Au contraire, les révolutions industrielles précédentes se sont d'abord traduites par une phase de prolétarisation. Et donc, pour éviter cette phase-là, il y a besoin d'avoir des politiques d'anticipation, d'accompagnement, de façon à ce que le progrès technologique soit au service du progrès social, et à ce que ce progrès technologique nous permette de disposer de davantage de temps libéré. Il ne s'agit pas d'empêcher l'automatisation de nouvelles tâches, il s'agit de faire en sorte que cette automatisation permette de se libérer d'emplois pénibles, etc., et d'avoir une réduction collective du temps de travail. Dernière raison pour laquelle le temps de travail est indispensable, c'est parce que c'est un levier majeur pour l'égalité femmes-hommes. La première inégalité entre les femmes et les hommes, c'est une inégalité en matière de temps de travail, que ça soit hebdomadaire ou sur la vie tout entière. Les 27% d'écart salarial que vous connaissez, ils sont d'abord liés à la question des temps partiels dans lesquels les femmes sont enfermées, et ils sont ensuite liés aux écarts de carrière. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces écarts de carrière ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, ce qui prime par rapport aux responsabilités professionnelles, c'est la norme du présentéisme. Si on a le malheur d'être une femme ou d'être mère de famille, puisque parfois il n'y a même pas besoin d'être mère de famille pour être discriminée avec une forme de soupçon de maternité a priori, de toutes les manières, l'employeur se dit que cette femme ne pourra pas répondre à la norme de disponibilité permanente, et donc qu'elle ne peut pas accéder aux responsabilités professionnelles. Pareil sur la retraite, vous savez que c'est 40% d'écart en matière de retraite entre les femmes et les hommes, d'abord lié aux interruptions de carrière. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on cale le temps de travail
travail sur le temps de travail des hommes ou est-ce qu'on cale le temps de travail sur le temps de travail des femmes? Eh bien, nous pensons qu'il faut baisser le temps de travail pour toutes et tous de façon à avoir un niveau intermédiaire, à permettre aux hommes de travailler moins, de faire un peu plus de tâches ménagères et de s'occuper des enfants, et à permettre aux femmes de travailler plus, d'accéder davantage au temps plein, parce que nous considérons que l'émancipation des femmes, elle passe par l'autonomie économique et par l'accès au travail. Et donc, ce qui est intéressant avec la réforme des 35 heures, c'est que le bilan montre que les 35 heures et la réduction du temps de travail, c'est accompagné d'une baisse du travail à temps partiel. Pour conclure, comment est-ce qu'on fait cette réduction du temps de travail? Parce que le débat commence à progresser, c'est bien, donc il faut discuter après plus précisément sur comment on fait. D'abord, nous, on pense que c'est par la loi, au contraire de la loi El Khomri et de l'inversion de la hiérarchie des normes, qu'il doit y avoir une durée légale qui soit plus faible. Attention, durée légale et durée effective, c'est pas pareil. Aujourd'hui, la durée légale, c'est 35 heures, la durée effective, c'est 39 heures, mais le seul levier pour baisser le temps de travail, c'est de baisser la durée légale, qu'il faut baisser la durée légale hebdomadaire, mais aussi sur l'année avec une 6e semaine de congé payé par exemple, et aussi sur la vie avec la retraite à 60 ans par exemple, qu'il faut augmenter le salaire horaire, c'est ce qui s'est pas fait pendant la réforme des 35 heures avec une complexité sur le salaire horaire, donc augmenter le salaire horaire, augmenter le taux de rémunération des heures supplémentaires de façon à avoir une vraie durée légale, et enfin le financer justement en faisant baisser l'inégalité capital-travail, donc en prélevant sur le capital. Et puis après, je rappelle qu'il y a quand même 200 milliards d'exonérations annuelles de cotisations ou de fiscalité pour les entreprises. Donc 200 milliards quand on voit que les 35 heures ont coûté 4 milliards. On voit qu'on a la marge de manœuvre pour financer. Et donc pour conclure vraiment pour de vrai cette fois, le mouvement ouvrier s'est structuré notamment avec cette revendication de la journée des 8 heures autour du 1er mai. Nous pensons que la question de la réduction du temps de travail, c'est très important quand on veut réouvrir un horizon de progrès, reboucler avec les aspirations sociales et sociétales à s'investir dans la société, s'investir dans la famille et renouer avec le progrès environnemental, social et sociétal. La réduction du temps de travail, elle doit être au cœur de tout projet de progrès. Merci Sophie. Dans le comparatif des programmes qu'on a réalisés, vous verrez que les 4 candidats qu'on a auditionnés, enfin qu'on a regardés, Hamon, Mélenchon, Charlotte Marchandise et Jadot, les 4 évidemment se prononcent pour la même réduction du temps de travail que les embauches correspondantes. Donc c'est au moins un point de consensus important et central. La deuxième chose, alors je ne sais pas si le copain sur la révolution numérique est arrivé sur Hubert, mais au moins ce qu'on a écrit dans l'appel d'essence sur la révolution numérique, c'est qu'évidemment on n'était pas contre la révolution numérique, qui peut être intéressante. Par contre, on est contre l'esclavage moderne où l'absence de contrats, de droits sociaux et une pseudo-liberté de temps de travail fait que c'est un esclavage total. Donc c'est évident qu'il faut encadrer ça par des droits sociaux, par des contrats de travail et par des droits à la retraite, un certain nombre de choses. Sinon, maintenant, on va passer, on va donner la parole à Françoise Ney, de la coordination santé hôpitaux, bon, qui est une question centrale. Bon, on sait tous aujourd'hui l'importance de plus en plus brave que prennent les problèmes de santé sous différents angles. Il y a de plus en plus de nouvelles maladies liées aux conditions de vie, liées au transport, liées à la pollution, liées à l'alimentation, liées à l'industrialisation de nos consommations. Et puis par ailleurs, alors qu'on avait un magnifique système de santé en France, par différentes mesures et différentes restrictions budgétaires, on a une remise en cause de ce qu'est l'hôpital au niveau de ses personnels, de ses moyens d'intervention, l'accueil des publics, etc. Et on a aussi une vraie interrogation sur la rénovation et le financement de la sécurité sociale. Donc autour de ça, il y a une série d'enjeux très importants. Merci. Bonsoir. Donc, parler de la santé et de l'accès aux soins aujourd'hui, c'est lancer un cri d'alarme sur la crise sanitaire qui couve dans notre pays, en fait. La dernière épidémie de grippe, avec ses services d'urgence débordés, ses hôpitaux en tension, la surmortalité d'ores et déjà annoncée, ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Les difficultés d'accès aux soins et les inégalités face à la santé s'aggravent, comme le montre un récent sondage IPOS pour le Secours populaire français. 36% d'entre nous ont des problèmes au moment de payer des actes mal remboursés par la sécurité sociale et ce chiffre monte à 64% pour les foyers les plus modestes et s'accompagne d'un renoncement ou d'un retard aux soins. Ce sont les politiques menées ces 20 dernières années qui aboutissent à cette situation.
Il y a bien sûr les mesures successives concernant la sécurité sociale. Chaque réforme, chaque projet de loi de financement s'accompagne d'une limitation des prises en charge. Diminution des remboursements, instauration des franchises médicales, forfait, remise en cause des prises en charge à 100%. Les dépassements d'honoraires, dont le montant s'élève à 2,2 milliards d'euros par an, constituent un frein financier supplémentaire. Les problèmes de démographie médicale et paramédicale sont aujourd'hui au premier plan. Ils touchent fortement la médecine de ville, mais aussi l'hôpital, on en parle moins, où plus de 20% des postes de praticiens sont actuellement vacants. Ces politiques ont mis à mal l'hôpital public en lui imposant le modèle d'hôpital-entreprise, en l'asphyxiant financièrement, en le poussant à des restructurations massives. La loi HPST Bachelot, non remise en cause depuis, en a été un des accélérateurs. C'est ainsi que de 1996 à 2012, une maternité sur 3 a fermé. Et cela continue. Dourdan, Vitry-le-François, Lourdes, et puis plus récemment Decazeville. 100 000 lits d'hospitalisation ont été supprimés ces 20 dernières années d'après l'OCDE, 16 000 depuis 2014 d'après la Fédération hospitalière de France. On voit bien pourquoi on manque de lits d'aval quand il y a une situation de crise sanitaire avec une grippe. Ces restructurations, elles se sont faites à l'emporte-pièce, sans concertation, sans évaluation des besoins, basées essentiellement sur des critères comptables. Elles conduisent aujourd'hui à des dysfonctionnements, à une baisse de l'offre de soins, à un éloignement préjudiciable, à un remodelage en profondeur du prendre soin mettant à mal les soignants dans leur éthique. Et nous avons connu cet été un nombre important de suicides chez des infirmiers et aides-soignants. Avec la loi Touraine, les 1000 hôpitaux qui existent aujourd'hui vont être regroupés dès cette année en 135 groupements hospitaliers de territoire. Cette nouvelle organisation sanitaire, associée au problème de la démographie médicale, va encore accentuer les zones de désert sanitaire. La prévention, elle reste le parent pauvre des politiques de santé. La médecine du travail, elle a été démantelée. La médecine scolaire est à bout de souffle. Trouver un médecin traitant, attendre 6 mois pour consulter un spécialiste, passer des heures aux urgences, faire 50 km par accoucher, oui, c'est un quotidien banal pour nombre d'entre nous aujourd'hui. Ces questions, pour autant, elles restent finalement assez peu posées dans le débat. En particulier, là, peut-être cette année, on a un petit peu plus les questions de santé parce que la situation, elle se dégrade et elle est de plus en plus perceptible par les gens. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que les questions de santé, elles sont assez peu portées par les forces politiques. À la coordination, c'est donc la coordination nationale, c'est les comités de défense des hôpitaux et maternités. Nous agissons depuis 2004 pour l'accès aux soins de toutes et tous partout et pour la défense de l'hôpital public. Nous pensons que notre politique de santé est nécessaire pour répondre aux besoins, aux nouvelles maladies, aux nouveaux besoins par rapport au vieillissement de la population, etc. Et pour cela, nous avons travaillé et élaboré des propositions. Alors, on en retrouve quelques-unes dans les programmes, mais par exemple, il y a une proposition qui est relativement absente, je trouve, c'est la question de la démocratie sanitaire. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut fonder une véritable démocratie sanitaire avec la participation des citoyens, des élus et des professionnels pour recenser les besoins, certes, au niveau des territoires, mais aussi pour leur donner de vrais pouvoirs décisionnels. Rappelons-nous qu'il n'y a plus maintenant de pouvoir dans les conseils d'administration des hôpitaux, qui en avaient déjà peu auparavant. Donc, dans les différentes instances de santé, aller vers de véritables pouvoirs décisionnels et sortir de la pseudo-démocratie institutionnelle qui existe aujourd'hui. Nous sommes aussi pour créer un service public de la santé qui mette en place un maillage du territoire national en structure de santé, du médico-social et du social, pour une prise en charge globale. Et j'insiste sur le mot global parce que maintenant nous ne traitons plus que des organes. Une prise en charge globale des questions de santé, de la prévention à la dépendance en passant par le soin. Prioriser la prévention, revitaliser la médecine scolaire et la médecine du travail, et sur d'autres aspects, travailler aussi sur les déterminants de santé, et ça sort aussi, c'est là qu'on peut aussi travailler à des convergences sur ces questions. Concernant l'hôpital, nous sommes très clairement pour remettre en cause, et on le retrouve dans les différents programmes qui ont été évoqués, les lois Bachelot et Touraine. Mais finalement, on n'est peut-être pas assez clair sur la suppression de la tarification à l'activité. Nous sommes pour la suppression de la tarification à l'activité, qui est un des moyens
de conduire l'hôpital à fonctionner comme une entreprise et les soignants comme des producteurs de soins. C'est le terme employé officiellement par les agences régionales de santé. Nous demandons l'arrêt du déploiement d'ailleurs de la tarification à l'activité qui se met en place actuellement dans les services de soins de suite et de réadaptation et qui est prévu dans les services de psychiatrie. Nous demandons l'arrêt des fermetures de lits et des restructurations. Nous sommes pour reconstruire le service public hospitalier et rouvrir les services et lits nécessaires en fonction des besoins recensés. Nous demandons l'octroi des moyens nécessaires humains, matériels et financiers leur permettant de répondre à leur mission en assurant qualité, proximité et sécurité. Et nous demandons aussi la suppression du secteur privé à l'hôpital, dont personne ne parle là aussi. Sur les questions de démographie médicale, nous pensons que les propositions sont insuffisantes à l'heure actuelle. Il faut, d'une part, développer la formation de tous les professionnels et nous demandons la suppression du numerus clausus, qui est un des moyens de contrôler le nombre de professionnels de santé. Et nous sommes aussi pour mettre fin à la liberté d'installation, en proposant dans un premier temps un engagement à servir pendant 3 à 5 ans dans des zones le nécessitant en contrepartie des études publiques. Nous préconisons aussi en parallèle une autre organisation pour le premier recours. Quand tout à l'heure je parlais de service public de santé, eh bien nous considérons que ce service public il doit aussi concerner le premier recours en s'appuyant sur un maillage territorial en centre de santé pluridisciplinaire. Cette dernière proposition est la seule sans doute qui permettrait de répondre aux questions de désertification dans des zones rurales ou même en banlieue ou dans des quartiers populaires, mais également aux souhaits des jeunes médecins qui ne veulent plus travailler seuls et sont de plus en plus attirés par le salariat. Concernant le médicament, alors bon, je fais un petit peu, ça fait un peu catalogue, mais désolé, mais nous sommes pour la mise en place d'un pôle public du médicament et défendons le remboursement à 100% de tous les médicaments dès lors qu'ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'exigence d'un service public présent partout et efficace est une condition essentielle pour l'accès aux soins pour toutes et tous. La question se pose aussi des moyens et donc bien évidemment de la sécurité sociale qui est venue dans le débat autour des propositions de François Fillon. Bon, je passe. Voilà. Nous, ce que nous avons tenu à réaffirmer, la coordination est un endroit où finalement les gens ne s'engagent pas avec une étiquette politique. Donc on a véritablement des gens qui s'engagent pour la défense de la santé et du service public. Nous avons affirmé la nécessité de maintenir une protection et de défendre une protection sociale solidaire ouverte à toute la population. Je dis bien toute la population. La réaffirmation du principe « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Nous sommes aussi pour aller vers une prise en charge de la prévention, des soins, de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale. Et cette question du 100% sécurité sociale mériterait un vrai débat dans la période. Alors évidemment, ça passe par la suppression des franchises médicales, des forfaits et autres restes à charge, des dépassements d'honoraires, et je l'ai dit tout à l'heure, de l'activité privée à l'hôpital. Voilà, donc il y a urgence, de notre point de vue, à une intervention citoyenne sur ces questions, dans le débat électoral, mais aussi dans les mobilisations. Merci François. Bien, nous allons maintenant passer la parole à Jean-Marc Canon sur la question des services publics. Bon, dans l'appel des cent, pour nous, c'était une question tout à fait centrale. Elle a été reprise dans les différents programmes dont nous avons fait le comparatif sur la restauration des services publics, tant en termes de contenu qu'en termes de moyens, qu'en termes de territorialisation. Deuxièmement, évidemment, le moratoire sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales, de nouvelles politiques de transport public qui sont essentielles par rapport à un certain nombre d'enjeux, notamment environnementaux, la restauration du ferroviaire et du fluvial, et aussi évidemment un service public de l'énergie qui permettrait d'engager la transition énergétique qu'on appelle de nos voeux. Donc je passe donc la parole à Jean-Marc. Merci. D'abord, vous dire le plaisir que j'ai avec vous, que d'être parmi vous. Voilà, et puis surtout le plaisir aussi d'être enfin sur la gauche de Jean-Claude. Ça fait des années que je tentais cette expérience, et sur la droite donc de Marie-Pierre. Voilà. Mais voilà.
Au-delà de ça, je remercie aussi, en propos liminaire, le salut de Nicolas, qui me touche personnellement et sur lequel je trouve que c'est très bien parce que ça montre aussi qu'on est capable de tisser des liens internationaux et de travailler ensemble à des solutions parce que les conflits, les luttes, les enjeux ne sont pas évidemment limités au territoire national. Donc moi, oui, je suis venu ici pour intervenir sur les enjeux des services publics et de la fonction publique. Je ne vais pas tous les reprendre parce que j'ai bien entendu tout ce qui était cité, mais je crois qu'on a tous quelque chose à faire ce week-end. Donc je ne voudrais pas que je sois encore là lundi matin vous asséner tout ce qui a été développé là. Simplement, moi, ce que je note, ce que tout le monde peut noter, c'est que, à l'évidence, les enjeux des services publics et singulièrement de la fonction publique, parce que moi je suis un syndicaliste de la fonction publique plus particulièrement, sont au cœur des débats. Je crois que ça fait des semaines et des mois maintenant qu'on voit bien que dès le début et les prémices de la campagne électorale, et en particulier la primaire de la droite, les choses ont pris de ce point de vue-là une tournure. Et je crois qu'on peut se dire entre nous, en tout cas dans cette salle, que la tournure prise n'est pas très bonne. Je dirais même qu'elle est franchement mauvaise, et même qu'elle est exécrable, etc. Là, je dis ça tout en précisant tout de suite que de mon point de vue, et pour la CGT, moi je suis à la CGT, ça ne nous conduira pas à penser que parce que le pire est éventuellement à venir, que du coup, ce qui vient de se passer pendant 5 ans deviendrait le meilleur. Moi je crois qu'il faut aussi, parce que je vois bien ce débat, la façon dont il peut se poser, voilà, encore une fois, je ne minimise pas, j'en dis quelques mots, ce qui pourrait arriver, mais pour autant, je considère, moi, que ça ne serait exonéré de la responsabilité ceux qui ont conduit la mandature actuelle et qui, en matière de fonction publique et de services publics, ont quand même conduit à des véritables catastrophes et n'ont pas su montrer qu'il y avait des politiques alternatives possibles en la matière. Donc, voilà. Mais ceci étant, moi, j'attire votre attention. Je crois véritablement qu'un certain nombre de programmes, tels qu'on les voit, si jamais ceux qui les portent vont jusqu'au bout, et si jamais, etc., c'est, de mon point de vue en tout cas, plus que des fissures et plus que les attaques traditionnelles auxquelles nous répondons, même si elles sont parfois violentes et si elles conduisent à des luttes fortes. Moi, je crois qu'un certain nombre de programmes tels qu'on les voit, et pour moi, je cite évidemment celui de Fillon et des Républicains, parce que au-delà de Fillon, c'est aussi celui des Républicains, mais il ne faut pas se tromper, celui de Marine Le Pen aussi, parce qu'il y a aujourd'hui un espèce de débat sur le côté soi-disant social, y compris défense de la veuve et de l'orphelin du Front National. Et j'inclus, dans ce que j'ai vu, alors c'est pas très précis, parce que Macron avance de manière assez masquée, etc. Mais enfin, j'ai peu d'espoir, compte tenu de ce qu'il a sorti quand il était encore au ministre sur les services publics et la fonction publique. Tout ça, ce sont des remises en cause fortes, et pour moi un basculement de société par rapport au socle issu du programme du Conseil national de la résistance. Et je crois que c'est bien de ça dont nous avons aujourd'hui devant nous et qui est en question. Alors moi je suis syndicaliste. Bien entendu, la bataille de la fonction publique et des services publics, je la place au cœur de la défense des salariés. C'est mon job, c'est mon rôle de syndicaliste, etc. Et donc bien sûr, je pourrais vous parler des heures de la valeur du point d'indice pour les fonctionnaires, qui a été gelé pendant. Je rappelle d'ailleurs que le gouvernement censément de gauche a réussi l'exploit d'être le gouvernement qui historiquement aura gelé le salaire des fonctionnaires plus que n'importe quel autre gouvernement et même plus que la droite sous Sarkozy. Enfin, c'est bien de ça dont on parle. Donc évidemment, je pourrais épiloguer des heures sur la perte considérable de pouvoir d'achat des agents de la fonction publique. Je pourrais aussi vous parler des heures, parce que ce sont des problèmes éminemment importants, des problèmes de l'emploi des effectifs dans la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, ça a été dit par ma camarade avant moi, l'hôpital public est dans un état de tension d'effectifs considérable sur des enjeux vitaux. Mais c'est vrai aussi, on l'ignore trop souvent, dans la fonction publique d'État, et pas simplement sur les missions de sécurité. Les missions de contrôle, les missions d'inspection, etc. sont aujourd'hui réduites à l'os. Et donc un certain nombre nous promettent encore qu'il va falloir réduire le squelette et le faire tomber en poussière. Je pourrais vous parler aussi, parce qu'on l'ignore trop souvent, les services publics et la fonction publique sont des nids à précarité. On croit trop souvent, on a une présentation de nos adversaires qui est la fonction publique, le privilège de l'emploi à vie, etc., etc. Mais la réalité, en fait, par exemple, de la fonction publique, c'est que nous avons quasiment 1 million d'agents non titulaires qui y travaillent et dans des conditions parfois de précarité qui n'ont rien à envier, mais vraiment rien à envier à ce que pratiquent les pires patronats du privé. Et donc, il faut aussi, je crois, montrer du doigt cette réalité. Alors, évidemment, tout ça, j'allais dire, c'est mon cœur de métier syndicaliste, et je pourrais donc continuer longtemps ce catalogue de revendications que nous portons. Mais moi, je crois que les services publics, c'est un enjeu qui va encore au-delà. Parce que je crois que c'est un enjeu de citoyenneté. C'est un enjeu majeur pour les citoyens. Et je crois que lorsque nous défendons la fonction publique, le service public, nous devons le faire en montrant
que nous, en tout cas moi c'est le projet que je porte, c'est que nous défendons ça parce que c'est avant tout des garanties pour les citoyens, des garanties pour le progrès social, et c'est avant tout quelque chose qu'on porte pour le progrès social, mais pour toute la population. Parce que je crois que nous devons montrer, sinon nous serons toujours dans le débat dans lequel veulent nous entraîner nos adversaires, à savoir en défendant le statut général, en défendant la garantie d'emploi, en défendant des choses comme ça, nous ne faisons que défendre nos précarés et des soi-disant privilèges dans une société où on nous dit que la précarité doit être la norme et qu'au fond le nivellement doit se faire par le bas. Donc je crois que nous avons besoin de montrer combien ce sont des luttes de citoyenneté dont nous parlons lorsque nous parlons de la défense des services publics. Et de ce point de vue-là, je crois donc que nous devons absolument être force de proposition et force de proposition alternative. Je crois que nous ne devons pas réduire nos mots d'ordre au retrait, aux abrogations certainement indispensables, mais moi je crois qu'il ne s'agit pas simplement de retourner à un hypothétique âge d'or du service public. Je crois que nous devons porter résolument des projets qui soient des projets offensifs et porteurs. Et puis je crois aussi que nous devons, c'est l'un des grands axes à mon avis sur lesquels nous devons creuser, car c'est peut-être l'axe le plus compliqué, c'est de montrer qu'on peut parfaitement trouver les ressources financières pour développer le service public et la fonction publique. Que tout ça est une affaire de choix politique, et que ceux qui veulent nous enfermer sur le fait que réduire le nombre des fonctionnaires, ça devienne variable d'ajustement macroéconomique pour réduire le déficit public, il faut absolument, sans arrêt, montrer les dents et dire que pas du tout, le déficit public c'est avant tout un choix de politique publique, et en particulier là on taille dans les dépenses publiques socialement utiles alors que pendant le même temps on accorde, vous le savez, des milliards d'euros et sans arrêt plus d'ailleurs d'aide aux entreprises dont on n'a pas vu qu'elles aient le moindre influence sur le chômage, ni d'ailleurs qu'elles soient assorties de la moindre contrepartie. Et donc voilà, moi c'est bien d'un projet que je veux parler quand je fais mon rôle syndical. Je veux parler vraiment d'un projet de société, etc. Et bien sûr, si en tant que syndicaliste nous assumons tant bien que mal notre rôle et nos prérogatives, l'état du syndicalisme en France n'est pas tout à fait satisfaisant, si vous le savez bien. Si nous avons su, si nous savons, si nous saurons sans aucun doute, je l'espère, mener les luttes et j'en forme le vœu dans l'unité la plus large, car nous savons que nous avons besoin d'unité pour être souvent mieux perçus et pour entraîner les salariés. Moi, je crois aussi, parce que c'est un peu le but de l'appel des 100, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en m'y inscrivant et m'y inscrivant toujours. Je crois aussi que nous devons nous poser la question, dans le respect du rôle de chacun, de la nécessité des débouchés politiques. Parce que, moi, je constate quand même qu'un certain nombre de luttes, et parfois des luttes fortes, de grande ampleur, où on a mis des millions de salariés dans la rue, confère ce qui s'est passé contre la loi El Khomri, etc. Je ne dis pas évidemment qu'on s'aime pour rien. Je ne dis pas, moi je ne suis pas dans ceux qui disent que parce qu'on n'a pas tout obtenu, on aurait tout perdu. Il faut sortir aussi de cet état binaire dans lequel on désespère du syndicalisme de lutte. Mais quand même, je crois qu'à l'évidence, nous voyons bien qu'il faut qu'il y ait des débouchés politiques aux luttes sociales que nous portons ensemble. Et je crois qu'il faut de ce point de vue-là que nous redonnions l'espoir. Pour moi, c'est le maître mot. Et je suis quand même de ceux qui considèrent que la situation a un caractère inédit, qui m'a conduit, moi, à m'inscrire et à continuer à m'inscrire dans l'appel des 100 et à être parmi vous aujourd'hui, c'est que par ailleurs, il y a quand même des dangers phénoménaux. Et qu'aujourd'hui, j'ai le regret de constater qu'une partie, entre guillemets, de l'espoir échoua au Front National, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, parce qu'ils sont déshérités, etc., se tournent vers ceux qui, censément, n'ont jamais exercé le pouvoir, etc. Je crois qu'il faut qu'on lutte contre ça, absolument. L'espoir, il doit être de notre côté. Il ne peut pas une seconde être et en plus pour les classes les plus laborieuses, du côté du Front National. Je crois que, bon voilà. Et donc, tous ces sujets-là, moi, me font penser qu'il faut montrer qu'une autre voie est possible, que ces politiques prétendument de gauche ou résolument à droite, qui, d'année après année, nous semblent nous montrer qu'il n'y a aucune alternative. Car c'est ça qui pèse aujourd'hui. C'est qu'au fond, on nous dit qu'on soit de gauche ou de droite, c'est toujours la même chose, les politiques menées peu ou prou se ressemblent et désespèrent les salariés et désespèrent la population. Et donc, moi j'ai juste arrêté en mettant peut-être les pieds dans le plat, mais après tout, on est aussi payé grassement pour ça. Moi, je pense que dans le combat de longue haleine dans lequel nous sommes forcément inscrits, je dis longue haleine parce que moi je suis aussi inscrit dans quelque chose qui ne peut pas être quelque chose qui aura une fin dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Si on est dans un projet de société, on ne peut pas s'arrêter à quelques semaines devant nous, mais en même temps, moi je ne peux pas faire l'impasse en tant que citoyen, en tant que syndicaliste, sur les échéances des élections qui vont arriver là. Moi je ne peux pas faire l'impasse, si je suis parmi vous, c'est aussi pour en parler, et moi je souhaite dire que j'entends bien la comparaison des programmes, etc., etc., je vois tout ça, etc. Moi, je suis même pas sûr que je vais décortiquer tous les programmes. Je vous le dis tout de suite, parce que
chacun fait ce qu'il veut, etc. Moi, j'essaie d'avoir d'autres. Non, mais j'essaie d'avoir d'autres lectures, de regarder des films, etc. Enfin, bon, on peut avoir autre chose à faire, d'aller pêcher. Je sais pas. Non, mais ceci étant, j'entends bien, c'est très bien la comparaison des programmes, etc. Je suis sûr que nous, à la CGT Fonction Publique, on va interpeller les candidats sur quelle valeur du point, quel nombre d'emplois, etc. Tout ça est bel et bon, on va le faire, etc. Mais au-delà de ça, moi, je crois quand même qu'on ne peut pas louper les étapes qui sont devant nous, et je trouverais qu'il n'y a rien de plus catastrophique que la gauche de l'alternative, en tout cas celle qui dit aujourd'hui qu'une politique qui n'est pas la politique d'austérité est possible, souhaitable et juste. Moi, je pense que si nous loupons le fait que nous avons une pluralité de candidatures qui arrive en fait à une division et à assécher ce qui est le potentiel aujourd'hui, me semble-t-il, qui est devant nous dans cette gauche alternative, moi je considère que nous aurons quand même loupé une étape très importante. Merci Laurent. C'est bien pour ça qu'il y a l'appel d'essence, c'est pour jeter les bases des mobilisations citoyennes convergentes pour être majoritaires. On va maintenant donner la parole à Julien Rivoire au nom de la campagne 1 million d'emplois pour le climat, qui regroupe au moins une trentaine de structures diverses, syndicales et associatives, qui font la démonstration que sur les enjeux du climat, on peut créer beaucoup d'emplois d'utilité sociale, que ce soit dans le domaine évidemment de l'isolation des logements, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agroécologie, que ce soit dans le domaine des circuits courts, de la réparation, de l'économie sociale et solidaire, des alternatives énergétiques. La liste n'est pas exhaustive. Et donc là-dessus, effectivement, et on le redit une nouvelle fois, les programmes du comparatif qu'on a fait sont convergents. C'est pas histoire de croire qu'on a l'illusion de croire que ce qui est écrit est toujours respecté, mais c'est une base de départ tout à fait essentielle. Et évidemment, si jamais nous avions une victoire ensemble, après c'est le contrôle citoyen qui doit s'organiser. Merci de votre invitation. On n'est pas tout à fait une quinzaine dans la plateforme qui vient de lancer ce rapport 1 million d'emplois climatiques, qui regroupe à la fois des associations écologiques, écologistes, Alternatiba, Réseau Action Climat, je ne vais pas toutes les citer, des associations altermondialistes comme ATTAC, et également des syndicats, la FSU, Solidaire, la Confédération Paysanne. Donc un processus qui se veut ouvert à d'autres organisations syndicales, un processus qui se veut dynamique. Et un processus qui ne vient pas de nulle part. On s'inscrit dans une dynamique internationale. Il y a des campagnes 1 million climate jobs que les syndicalistes anglais notamment ont initié bien avant nous. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit. D'où on part. Avec ce rapport, on prend acte d'une part de l'urgence climatique et environnementale. On sort de l'année 2016, vous le savez sûrement, qui a été marquée par des records de chaleur, mais aussi des records d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on hypothèque déjà l'accord de Paris. Or, on sait, et si on reprend pour résumer un peu la situation, le slogan de la Confédération syndicale internationale, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. On sait que pour atteindre ou être en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, il faut laisser sous terre 80% des ressources fossiles disponibles. 80% des ressources disponibles, ça veut dire, et ça implique une profonde transformation de notre mode de production, profonde transformation du mode de production qui est aussi, c'est le corollaire, l'opportunité, si je peux dire, pour créer de nombreux emplois, pour créer de nouvelles activités, pour dire ensemble, associations écologistes et syndicats, que en créant de nombreux emplois, on sauvera la planète. C'est un peu, Naomi Klein qui disait, il faut essayer d'offrir aussi du positif, une perspective positive et faire du réchauffement et du dérèglement climatique une opportunité pour tout changer. Pour tout changer, la manière de produire, la manière de travailler, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les emplois? J'irai vite, tu l'as dit. C'est bien sûr dans les secteurs traditionnels de la transition qu'on doit créer des emplois, dans le bâtiment, pour la rénovation, les énergies renouvelables, etc. Mais c'est pas seulement ça, la transition. C'est aussi la nécessité d'avoir des emplois dans la formation professionnelle, dans l'accompagnement social. On a besoin d'accompagner les familles et les ménages en situation de précarité énergétique. On a besoin aussi de métiers et d'emplois pour accompagner et soutenir toutes les initiatives locales qui peuvent exister, etc., etc.
Et c'est pas seulement en emploi une question quantitative qui se pose à nous, c'est de créer des vrais emplois. Pour dire les choses, pas des emplois fictifs, on n'en a pas besoin. On a besoin de vrais emplois qui répondent aux besoins sociaux, mais on a besoin aussi de vrais emplois qui soient garantis, durables, qui soient encadrés, valorisés, valorisants aussi pour les personnes, car qualifiées. Notre rapport fait aussi, et j'insisterai là-dessus parce que c'est un des enjeux stratégiques à mon avis de ce qu'on essaye de construire, c'est la convergence entre les mouvements écolos et syndicaux ou liés au travail, etc. On fait aussi de la reconversion sociale des secteurs pour la transition un des enjeux fondamentaux des transformations à opérer. On ne peut pas avoir un seul chômeur climatique. On ne peut pas laisser des travailleurs sur le bord du chemin. Et donc la question de la sécurité sociale professionnelle, ou on l'appelle comme on veut, mais la question de l'accompagnement des salariés qui sont dans les secteurs impactés par la transition est une question centrale. Et c'est pas une petite affaire, à mon avis, que des associations comme le réseau Action Climat, qui regroupe Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, la FNE, etc., se posent la question aujourd'hui de la question de la transition, de l'accompagnement, de la sécurité sociale professionnelle, y compris on l'écrit. Alors ça ne veut pas dire que aujourd'hui tout le monde le porte en tant que tel, mais on le met au débat. Et ça a été souvent quand même un angle mort, cette question de la transition dans les mouvements écolos. Je le dis avec toute sympathie, etc., parce qu'il y a plein d'angles morts dans le mouvement syndical sur la question de la transition, on le sait très bien. Mais il y avait un angle mort sur cette question de comment on accompagne et comment on fait pour que les salariés acceptent et s'engagent dans ce mouvement. Je passe très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur ce qu'on dit sur les moyens identifiés pour financer une telle transition, mais ce qui nous guide, c'est le principe de justice sociale et de redistribution. Et là, ça rejoint pas mal de choses qui sont dites aujourd'hui dans différentes organisations, y compris dans certains programmes. Revenir sur le CICE, travailler sur l'évasion fiscale, revenir sur un certain nombre de niches fiscales, etc. Il y a pas mal de possibilités, on sait très bien, et on essaye de travailler aussi ensemble à mobiliser nos réseaux sur l'idée que la question n'est pas une question d'argent, mais une question de volonté politique. Pour finir, au-delà du rapport, ce qui nous semble important, c'est de construire une dynamique de convergence, je l'ai dit, entre mouvements écolos et organisations syndicales, que les propositions, on les a. Je pense on n'invente rien dans ce rapport, c'est pas pour le dénigrer, mais on fait une synthèse de plein de choses qui existent. Voilà. Ce qui nous manque, c'est un mouvement qui soit capable d'imposer ça, et donc un mouvement de convergence entre des réseaux et des cultures qui pouvaient se regarder en chien de faïence. Deuxième objectif pour notre campagne, c'est d'engager un processus d'élaboration. C'est un processus ouvert, je le redis. Ce qu'on propose là, ce rapport 1 million d'emplois climatiques, c'est pas notre petit livre rouge et vert de la parfaite transition. Il doit être critiqué, amendé, modifié, etc. Mais on souhaite organiser des réunions publiques entre différentes organisations auprès de la population, y compris localement, en lien avec des luttes, en lien avec des mobilisations, pour essayer de faire évoluer le débat, essayer de construire un mouvement qui soit en capacité d'imposer les principes d'une justice sociale et environnementale. Merci. Merci à toi. Donc le dernier thème que nous allons aborder, c'est celui qui figure également dans le comparatif que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle « Comparatif droits humains égaux ». Un droit pour les étrangers, lutte contre le racisme, et nous avons voulu donner la parole à Suzy Rothmal du Collectif national pour les droits des femmes sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et dans les programmes qui sont exposés dans les différentes candidatures, il y a beaucoup de choses qui concernent cet aspect, en particulier des sanctions sur la question de l'égalité salariale, des mesures plus coercitives, des mesures sur la question des violences qui apparaissent également dans les programmes des différents candidats, ou des questions liées au service public de la petite enfance. Donc le collectif national pour les droits des femmes, représenté par Suzy, va nous donner un petit peu son point de vue sur ces questions.
Oui, Jean-Claude, j'aurais pas exactement la même appréciation que toi. J'ai trouvé au contraire qu'il manquait de beaucoup de propositions concrètes. Alors déjà, ce que je voudrais dire par rapport à votre compilation, mais vous avez eu le mérite de la faire, c'est que les droits des femmes régressent, et on le trouve aussi dans la compilation, parce que environ 52% de la population se trouve dans le chapitre droits humains, une catégorie parmi les autres, alors qu'on est majoritaire dans la population. Je veux dire que les revendications féministes doivent innerver, enrichir l'ensemble des revendications. On est concerné en premier chef par le chômage, la précarité, la réduction du temps de travail, etc., etc. Hein, je pourrais faire la liste jusqu'à demain matin, donc je vais m'arrêter là. Mais alors, j'ai travaillé sur les revendications pour essayer d'avoir des propositions concrètes. En plus, ça tombe très bien parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les revendications ces derniers temps. Alors, je vous le dis, mais il y en a peut-être beaucoup qui le savent. On prépare la CGT, la FSU et l'Union syndicale solidaire, plus beaucoup d'associations féministes, pour le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, une grève pour les droits des femmes, une grève des femmes. Donc, alors ça sera décliné différemment. Ça sera décliné différemment selon les rapports de force locaux. Hein, quelquefois, ça sera comme on l'a fait à l'instar des Islandaises, à 15h40, on arrête, etc. Quand il y aura des rapports de force plus importants, ça pourra être peut-être grève toute la journée. Mais je le dis parce que ça nous permettra à ce moment-là de présenter nos revendications en positif, parce que les droits des femmes, jusqu'à maintenant, ont pas mal été instrumentalisés dans la campagne électorale. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, je vais en passer à l'étude plus précise des revendications. Alors, sur l'égalité salariale, c'est vrai que les programmes, je ne vais pas détailler les programmes, hein, mais c'est vrai que les programmes réclament l'égalité salariale, mais sans aucune proposition concrète. Alors que nous demandons un plan de rattrapage des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. La revalorisation des métiers féminisés, la mixité des métiers, le passage pour les temps partiels imposés à temps complet pour celles et ceux qui le désirent, la transformation des emplois précaires en CDI, et cela concerne avant tout les femmes. Déjà, des propositions concrètes, ne serait-ce que ce plan de rattrapage des écarts salariaux. Première chose, sur les services publics, dans certains programmes, on voit apparaître le service public de la petite enfance. C'est une excellente chose. Je ne veux pas décliner tout ce qu'on met avec parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un service public auquel il faut penser, c'est le service public de la perte d'autonomie, de la dépendance. Pourquoi ? C'est très simple, vous le savez toutes et tous. Ce sont, quand on a quelqu'un qui est en perte d'autonomie, les services publics de la santé, Françoise Nel a dit, sont défaillants. Et ce sont les femmes qui suppléent à la défaillance de ces services publics. C'est-à-dire que les femmes s'occupent des plus jeunes et des plus âgés. Donc, parallèlement au service public de la petite enfance, il faut réclamer un service public de la perte d'autonomie. Sur la fiscalité, personne n'en a trop parlé. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a une revendication féministe qu'on porte depuis longtemps, compte tenu des inégalités salariales, c'est le passage à l'imposition séparée des personnes. Hein. On est le dernier pays européen, je crois, à ne pas avoir cette imposition séparée. Sur la santé, alors Françoise Ney en a parlé tant et plus. C'est vrai que la loi HPST, la loi Bachelot, a supprimé des maternités de proximité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les centres d'IVG, les centres d'interruption volontaire de grossesse, se trouvent à l'intérieur des maternités. Donc, la suppression des CIVG a été évidemment concomitante à celle de la fermeture des maternités. Et ne pas oublier effectivement, mais Françoise l'a souligné, ça ne figure dans aucun programme, la suppression de la tarification à l'activité. Je vais continuer à prendre l'exemple de l'IVG, ça coûte pas cher l'IVG, c'est pas très attractif, etc. Raison de plus pour pas en faire. Et c'est comme ça, alors que je vais y revenir, on a progressé sur l'avortement, eh bien, il est quand même difficile d'avorter dans les délais en France, et il y a encore des femmes qui sont obligés d'aller avorter à l'étranger.
Pour continuer sur l'avortement, donc, je parlais de progrès qui ont été réalisés. C'est vrai, il y a des tas de progrès qui ont été réalisés dernièrement. La suppression de la semaine de réflexion, qui grève beaucoup les délais qui sont quand même un peu courts impartis. La suppression de l'état de détresse qui figurait dans la loi de 75 sur l'avortement, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été supprimé. Vous savez que tous les médecins ont une clause de conscience s'ils ne veulent pas effectuer certains actes qui, par définition, heurtent leur conscience. Eh bien, il y a une clause de conscience spécifique sur l'avortement. C'est-à-dire que les médecins, dans les CIVG, il y a 2 clauses de conscience. Et quelquefois, il y a encore des médecins qui imposent, parce qu'ils sont contre l'avortement, qui imposent à l'ensemble de leur service de ne pas faire des avortements. On est pour la suppression de cette clause de conscience spécifique. Autre chose, toujours par rapport à la fermeture des CIVG, il faudrait qu'il existe, même s'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé, Françoise l'a dit, il faudrait au moins qu'il existe un CIVG par hôpital avec du personnel dédié et formé pour accueillir et recevoir les femmes. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est le remboursement à 100% des moyens de contraception. La PMA pour toutes les femmes, ça figure dans la majorité des programmes. Sur les violences, alors là, on voit vraiment l'impréparation totale. On voit, et là on voit d'ailleurs le lobbying de nos camarades féministes, on voit apparaître dans certains programmes l'allongement des délais de prescription par rapport au viol. On sait pourquoi, parce que quelquefois on ne se souvient pas, ou c'est des événements très traumatiques pour lesquels on a hésité très longuement à porter plainte, et puis hop, quand on se décide enfin, ou quand on se souvient enfin, eh ben boum, le délai de prescription tombe et on ne peut plus aller porter plainte. Donc, on voit figurer ce genre de choses, ou l'interdiction de la correctionnalisation des viols. Les viols sont un crime depuis la nuit des temps, et c'est vrai qu'ils sont sans cesse... Vous savez que le crime, c'est l'infraction la plus grave dans le droit pénal, et donc les viols sont sans cesse traités en correctionnel, c'est-à-dire en délit, qui n'est pas l'infraction la plus grave. Donc on voit apparaître l'interdiction, par exemple, de la correctionnalisation des viols. Mais si on a fait une proposition, vous vous en souvenez sans doute, de loi cadre contre les violences faites aux femmes, c'est que le problème était beaucoup plus complexe et qu'entre autres, nous avions un ensemble de revendications à avancer, et pas uniquement une par-ci, par-là. Je vais vous en citer certaines qui correspondent à l'état de la législation par rapport aux violences. Par exemple, ce qu'on retrouve partout, exprimé différemment, la lutte contre les stéréotypes de genre. Nous on va parler d'éducation non sexiste, qui n'existe toujours pas. Une loi antisexiste, on parle beaucoup à l'heure actuelle du harcèlement de ville, etc., etc. On a, ou alors les affichages publicitaires qui sont encore complètement sexistes, on n'a toujours pas de loi antisexiste, alors qu'on a évidemment, et tant mieux, une loi antiraciste, on n'a toujours pas de loi antisexiste pour sanctionner ce genre de choses. L'ordonnance de protection, alors je rentre dans des trucs techniques, excusez-moi, mais voilà. L'ordonnance de protection qui est censée, comme son nom l'indique, protéger des femmes victimes de violences, ne concerne que les femmes victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé. Nous revendiquons que l'ordonnance de protection puisse concerner tous les types, entre guillemets, de violences. L'interdiction de la médiation pénale dans les affaires de violence conjugale. Ça a été un petit peu raboté, mais ça existe toujours. Une série de mesures au travail pour les femmes victimes de violences. Je vous donne par exemple des femmes victimes de violences conjugales. Elles sont pas toujours à l'heure au travail, elles sont pas toujours assidues, etc., etc. Il faudrait mettre en œuvre des mesures par rapport à ça. Et c'est pas de l'utopie ce que je dis, ça existe en Espagne. La loi intégrale contre la violence de genre espagnole de 2004 comporte ce genre de mesures. La pérennisation des subventions aux associations de solidarité qui remplissent des missions de service public, etc., etc. Donc il faudrait quand même un peu fouiller ce chapitre sur les violences et pas mettre par-ci par-là une ou deux revendications. Il faudrait aussi essayer de travailler sur, mais c'est complexe, l'utilisation de la procédure par rapport aux victimes dans une instruction sur les violences, parce que ça pèse beaucoup sur les victimes, et travailler beaucoup sur
comment faire appliquer les lois, parce qu'on a réussi en tant que féministe à gagner un ensemble de lois, mais on a beaucoup de mal à les faire appliquer, et donc travailler autour de la volonté politique par rapport aux violences. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, quelque chose que personne n'a abordé pour l'instant, c'est par rapport aux droits des étrangers. Alors c'est vrai qu'il y a un point spécifique, mais quand même. Vous savez qu'une femme qui vient en France par le regroupement familial n'a pas de statut autonome. Elle dépend de son conjoint. Il suffit qu'il y ait par exemple un divorce ou quelque chose comme ça, elle se retrouve sans papier. Donc nous réclamons un statut autonome pour les femmes migrantes qui se déclinerait dans l'obtention d'une carte de 10 ans, on sait qu'elle est pas mal rabotée évidemment, individuelle, non susceptible d'être mise en cause en cas de rupture conjugale et permettant de travailler. Vous savez aussi qu'il existe des conventions bilatérales entre certains pays et la France, et que ces conventions bilatérales font que sur les femmes s'applique le droit de leur pays plutôt que le droit français, et le droit de leur pays qui est souvent beaucoup plus défavorable que le droit français. Nous réclamons donc le refus, nous mettons donc en avant le refus de l'application sur le territoire français de décisions de justice prises sur la base des codes de statut personnel rétrogrades, par exemple le Maroc, de certains pays d'origine. Et dernièrement, nous réclamons le droit d'asile pour les femmes persécutées pour fait de sexisme, de lesbophobie, de traite, ce qui signifie l'application de la Convention de Genève. Et j'ai terminé.